Nous allons maintenant parler d'un autre sujet. Nous allons parler sport. Je pense que personne ne peut ignorer dans la salle que se prépare un gros événement sportif en 2024 en France, les JO. Et la question qu'on va se poser ensemble, c'est de savoir si ce grand événement ne peut pas être un accélérateur des questions de parité. Et pour animer cette table ronde, j'ai le plaisir d'accueillir Yann Cusack sur scène, qui va venir nous présenter ses intervenants avec qui il va discuter. Merci. Merci beaucoup, Éloi. Bonjour, mesdames et messieurs. Allez, on garde le rythme dans cette salle engagement, effectivement, pour cette nouvelle table ronde. On va voir si Paris 2024 est accélérateur de la parité. La parité est en train de bouger. Comment se passe la mobilisation? Et puis, sur quoi doit-on encore travailler? Au générique, mesdames et messieurs, et par ordre alphabétique, voici Alexa Barrier, Marc Bourguin, Lénaïque Corson, Pascal Gentil, Émilie Gomis, Cécile Hernandez et Laurence Pécaud-Rivolier. Voilà, bienvenue à tous les 7. On va faire les présentations. Alexia Barrier est avec nous. Vous êtes navigatrice et skipper professionnel. On va vous donner un micro. Est-ce que vous avez pris des micros au passage? Pas sûr. Voilà, distribution de micros. Oui, bonjour. Voilà, petit mot de présentation. Donc, je disais, vous êtes navigatrice et skipper professionnel. Vous avez bouclé en 2020 votre premier Vendée Globe Challenge, un tour du monde à la voile en solitaire et sans assistance. Vous vous lancez dans le trophée Jules Verne avec un équipage 100% féminin. Et puis, par ailleurs, vous défendez les océans par le biais de votre association For My Planet. Votre bateau du même nom est votre meilleur ambassadeur. Et vous nous direz comment vous défendez la parité. Marc Bourguin est avec nous, vous êtes directeur du département diversité et inclusion au sein de SNCF. C'est dans cette direction qu'est mis en place le dispositif sportif de haut niveau qui existe depuis 40 ans. Clin d'œil à votre collaboratrice qui est peut-être dans la salle, Akima Lamzak. Akima avec une des sportives. Bonjour Akima, avec peut-être la boxeuse Sophia Nabé. Bonjour Sophia. Et grâce au CIP, au contrat d'insertion professionnelle, vous offrez à une trentaine d'athlètes la possibilité d'exercer leur discipline et de préparer la suite au sein de l'entreprise. Vous allez nous raconter tout ça également. Lénaïque Corson, bonjour. Vous pouvez applaudir nos invités, mesdames et messieurs. Nous avons des sportives et sportifs de haut niveau. Lénaïque Corson, un troisième partant de la gauche. Vous venez du rugby, vous êtes athlète engagé pour l'environnement et pour la parité. Vous préparez votre reconversion dans l'entrepreneuriat à impact. Vous venez de terminer votre carrière donc de joueuse de rugby de haut niveau, 10 ans en équipe de France, excusez du peu, rugby et équipe de France à 15 et à 7. Vous avez notamment disputé la Coupe du Monde féminine de rugby 2017. Ici sur la gauche, Pascal Gentil est taekwondiste. Il est double médaillé olympique en 2002 et 2004, triple vainqueur de la Coupe du Monde de taekwondo. Vous siégez au bord de la Fédération internationale en tant que président de la commission des athlètes et vous êtes lancé en politique en tant que conseiller des Français de l'étranger en Chine du Nord. Bonjour Pascal. Merci. Émilie Gomis est avec nous au centre du plateau. Vous avez au moins 3 casquettes. Vous êtes ambassadrice officielle des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Vous avez la mission de fédérer les Françaises et les Français autour des Jeux avec beaucoup de voyages dans les écoles et les lycées, les ambassades également à l'étranger. Vous êtes récemment allé notamment en Norvège et à Tokyo et vous êtes 7 ambassadeurs, dont 5 femmes. Vous êtes également fondatrice et présidente de l'association Tous Éco par le sport, qui a pour mission de promouvoir l'accès à l'éducation physique. Et puis, bien sûr, vous avez signé 194 sélections en équipe de France de basket. Vous êtes médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Londres. C'était en 2012. Bonjour, bravo. Laurence Pécaud-Rivolier est avec nous. Vous êtes membre du collège de l'ARCOM. L'ARCOM, vous le savez, c'est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'ex-CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Vous signez avec les télés et les radios des conventions pour que la place des femmes soit à la hauteur de leur place dans la société. Et vous produisiez des études sur la place des femmes justement dans les médias, la place des femmes en tant qu'athlètes sur le terrain, mais également en tant que journalistes sur les plateau. Vous allez nous révéler quelques chiffres de ces études, la dernière étude en date.
Et puis, dernière invitée, bon anniversaire, Cécile Hernandez. Vous êtes para-snowboardeuse, vous avez remporté toutes les couleurs de médailles aux Jeux paralympiques depuis 2014, notamment la dernière médaille en date, c'était à Pékin, la médaille d'or aux Jeux paralympiques de Pékin 2022. Vous êtes la seule femme de l'équipe de France de la discipline et vous bénéficiez d'un CIP, d'un contrat d'insertion professionnelle au sein de CGI, l'un des partenaires de notre événement, l'un des groupes leaders de la solution informatique qui vous permet de vous épanouir sportivement et professionnellement. Et vous êtes, encore une fois, excusez du peu, mesdames et messieurs, parmi les 40 femmes les plus influentes selon Forbes de l'année 2022. Voilà pour notre plateau. Alors, ne m'en voulez pas, mesdames et messieurs, si je fais un peu du man-interrupting, cette pratique où les hommes interrompent leurs interlocutrices exerçant une forme de censure insidieuse. C'est juste pour le bien de notre plateau, notre table ronde. Nous avons 7 invités et nous avons 45 minutes. Éloi va me dire, voilà, on a 45 minutes ensemble, nous sommes ensemble jusqu'à à peine 12h30. On va commencer avec vous, Pascal Gentil. Le mot d'ordre, le leitmotiv de Paris 2024, c'est la parité. Racontez-nous. Oui, effectivement, j'ai eu la chance d'être ambassadeur sur le dossier de candidature de Paris 2024. Et ce dossier qui a été porté par les sportifs de haut niveau avait 2 piliers, si je peux me permettre ainsi. Le premier, c'est l'inclusion et le deuxième, c'est la parité. Pour la première fois, le dossier de candidature pour les Jeux Olympiques sera à part égale, à parité complète. C'est 10 500 athlètes. Donc 5 250 femmes et 5 250 femmes, et hommes, pardon, autant pour moi. Donc un super dossier. Le lapsus, il est sympa le lapsus. Ouais. 2 fois 5 250 femmes, ouais. Parfait. Voilà, donc c'est vraiment un dossier, c'est une première. Et je tiens à le souligner et à féliciter Tony Estanguet et toutes ses équipes parce qu'ils ont vraiment pris en compte l'intérêt global, la mixité, l'inclusion. Et je me souviens, on a rencontré toutes les organisations syndicales pour faire en sorte que ce dossier soit compris. Donc voilà, c'est un dossier porté par les sportifs pour la population française. Un dossier porté par les sportifs pour la population française et qui vise donc la mixité. Émilie Gomis, un complément sur ce sujet. Le parcours de la flamme aussi, il y a des choses au niveau parité, puis vous enchaînez, vous allez nous dire comment ça se passe, la parité dans votre sport, le basket. Oui, effectivement, moi j'aime bien rappeler un petit peu pourquoi on est là maintenant et ce qui s'est passé avant, parce qu'il y a plusieurs années, une femme comme Alice Mia qui s'est battue pour que les femmes puissent participer aux Jeux Olympiques. À l'époque, elles n'étaient que 22. Donc là, on voit les chiffres, il y a vraiment une vraie égalité. Donc c'est bien aussi de rappeler les combats qui ont été menés. Et je pense que c'est en faisant du bruit et en se battant pour nos convictions qu'on arrive à faire avancer les choses. Et il n'y a pas très longtemps, effectivement, avec porte-drapeau, maintenant, il y a un homme et une femme. Donc ça, c'est vraiment important de pouvoir mettre en avant ce genre de choses parce que on était un petit peu déçus qu'il n'y ait que des hommes qui portent le drapeau et il faut vraiment être exemplaire et puis aussi j'ai envie de dire que ça aille aussi avec le discours. C'est bien beau d'avoir un discours super parfait, mais il faut que derrière il y ait l'exemple et je pense que les athlètes ont à cœur de mettre en avant ce qui se fait en interne. Et puis effectivement, je suis issue du monde du basket. Moi, je suis très heureuse que la FIBA veuille vraiment axer la promotion des femmes dans le sport. On a une nouvelle discipline qui s'est mise en place il y a pas très longtemps, qui a été visible à Tokyo. C'est la discipline 3-3. C'est un sport très urbain. C'est l'un des premiers sports urbains au monde. Donc, c'était important que la FIBA accentue la parité dans cette discipline. Donc, à l'heure actuelle, c'est les hommes et les femmes vont vraiment, on va dire, participer au tournoi, à la compétition au même endroit. Donc les garçons jouent, les filles jouent après. Donc il y a vraiment 8 équipes hommes et 8 équipes femmes. Et la parité ne s'arrête pas que chez les athlètes. Il y a aussi au niveau des arbitres. Donc il y a vraiment une parité 50-50. Il y a 6 arbitres, 6 arbitres femmes et 6 arbitres hommes. Et au-delà encore, c'est aussi au niveau des officiels. Donc, ils ont vraiment fait attention à ce qu'il y ait la parité vraiment sur toute l'échelle.
Parité à tous les étages. Et puis, on le disait, hein, sur le parcours de la flamme olympique et paralympique, qui sera révélé vendredi à la Sorbonne. Il y a parité entre tous les relayeurs et les relayeuses. Hein, 10 000 porteurs de la flamme. Et puis, on note, vous avez peut-être un mot à ajouter, le CNOSF, le Comité national olympique et sportif, a lancé le club des 300 dirigeantes destiné à accompagner les femmes qui souhaitent s'engager à des postes à responsabilité. Un mot là-dessus, vous suivez l'affaire ? C'est la deuxième promo, donc c'est aussi pour encourager les femmes à monter en compétences. On sait très bien quand on veut, il y a l'égalité est là au niveau des athlètes et au niveau des clubs, mais au niveau de la gouvernance, il y a encore un travail de fond à faire. Moi, en tant qu'exemple, j'ai passé ma formation pour devenir manager général de club sportif. Dans ma formation, il y avait 20 hommes et 2 femmes. Donc la raison, elle est multiple. Hein. Il n'y a pas vraiment de visibilité sur cette formation. Moi, j'étais au courant parce qu'on m'en a parlé, mais il faut faire énormément de publicité et puis aussi inciter les femmes à dire qu'elles sont aussi capables de diriger un club et de mettre toutes les dispositions en fait en place pour qu'elles puissent être à l'aise aussi et entourées d'hommes et de pouvoir aussi apporter leur management à leur manière. Donc on a un peu plus, on coucoune un peu plus on va dire les personnes. Donc on a notre manière d'exprimer notre management humain. Et vous citiez un peu plus tôt dans votre propos la FIBA, hein, c'est la Fédération internationale de basket. Attention, cependant, les Naïg Corson, la parité femmes-hommes aux Jeux ne doit pas faire oublier la trop lente féminisation de la pratique sportive. Vous avez un exemple dans votre sport, le rugby. En tout cas, des chiffres. En jouant à un sport comme le rugby, vous pouvez imaginer tous les clichés, les barrières qu'on a dû affronter. Et encore, je suis peut-être de la jeune génération, même si j'ai 34 ans, mais celle qui était encore bien avant, l'époque d'Alice Mia, voilà, les femmes n'avaient pas le droit de faire de sport et encore moins du rugby. Et quand elles en faisaient, finalement, c'était un spectacle de foire et on aimait voir les femmes se jouer dans la boue, entre guillemets, et c'en était un spectacle et un show. Aujourd'hui, les choses ont changé avec quand même quelques difficultés. Il ne faut pas oublier que ce week-end, il y a eu la finale de Top 14 qui a eu lieu au Stade de France. Et ces joueurs qui sont sur le terrain sont à peu près sur du 20 000 € par mois en moyenne dans les clubs de Top 14. Contre les femmes, à votre avis, et combien touchent-elles en club ? Allez, un chiffre. 0. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc aujourd'hui, l'inégalité salariale, elle est là. Les joueuses n'ont pas de contrat, elles sont 100% amatrices face à des joueurs qui, eux, sont professionnels depuis 1995. Donc aujourd'hui, la différence, elle est là et le contrat est forcément d'aider les joueuses financièrement à pouvoir jouer, performer à haut niveau. Bah forcément, derrière, ça amène plus de visibilité, plus de médias, plus de moyens et du coup, la performance aussi du sport féminin. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne joue pas à jeu égal parce que les conditions ne sont pas égales. Sur le nombre de licenciés, juste 2-3 chiffres. Les joueuses de rugby, c'est quoi les chiffres ? Oui, peut-être rappeler déjà, quand j'ai commencé il y a 15 ans, on était 8000 joueuses, donc très très peu. Hein. Moi, à chaque fois que je sortais de l'entraînement, on me demandait, dès que j'avais des chaussettes qui montaient jusqu'aux genoux, les crampons dans la main, les gens me disaient mais tu joues quoi comme sport ? Et je leur disais du rugby. Ils me disaient mais est-ce que c'est les mêmes règles que les garçons ? Est-ce que vous faites des plaquages, des mêlées ? Ben oui, en fait, c'est exactement la même chose. Mais à l'époque, il faut le rappeler, donc j'ai commencé en 2009, moi je n'avais jamais vu une joueuse de rugby à la télévision. Jamais. Et c'était pareil pour les gens dans la société. Ils n'avaient pas de repères. Donc ils disaient c'est nul le rugby féminin, mais en fait ils disaient c'est nul parce qu'ils n'avaient jamais vu. Et finalement, le jour où on est passé à la télévision, que les gens se sont rendus compte qu'on gagnait des titres, alors que l'équipe de France masculine était en grande difficulté, qu'on avait un état d'esprit hyper frais, que les gens se disaient punaise, en plus c'est incroyable, elles sont complètement amateurs, elles ne touchent pas d'argent pour jouer au rugby, elles jouent super bien. Et en plus de ça, les gens se sentaient proches de nous vis-à-vis de ça. Alors, les conditions ont un petit peu évolué. Hein. Depuis, on est passé à quasiment 30 000 joueuses en France.
Donc c'est une explosion du nombre de licenciés à la fédération. Et d'ailleurs, ils l'ont bien compris. Et aujourd'hui, c'est quasiment la seule case de licenciés à la fédération qui explose de façon exponentielle. Donc voilà, c'est ça aussi qui montre la progression, le fait d'être visible, d'avoir eu cette médiatisation télévisuelle qui a changé énormément les mentalités et aussi poussé des jeunes filles à faire ce sport parce que à l'époque, les parents pouvaient dire non, tu vas pas jouer ce sport de garçon, surtout pas, tu vas t'esquinter, tu vas te faire mal, c'est pas fait pour toi. Et finalement, en voyant des rôles modèles à la télévision, ils se sont dit ah oui, finalement, il y a des jeunes femmes qui jouent bien au rugby. Et puis finalement, c'est pas tant que ça un sport si dangereux et violent que ça. On regardera, on détaillera un peu plus de choses sur les rôles modèles dans un deuxième tour de piste, un deuxième tour de table ronde. Vous parliez des inégalités salariales. Ça bouge du côté de Villeneuve-d'Ascq, dans le club de Villeneuve-d'Ascq, de votre copine ou ex-coéquipière Laura Di Muzio qui se bat pour défendre les contrats professionnels. Avec beaucoup de difficultés. Avec beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de femmes qui se battent, mais c'est vrai que si la démarche n'est pas engagée par la fédération, on est un petit poussé et c'est très très dur de se battre, d'aller chercher des financements. Là, l'objectif de ces contrats qu'elle souhaite mettre en place, c'est pour 12 joueuses, les payer 600 € par mois et être contractualisées. Donc, ce n'est pas des sommes démentielles, mais avec sa petite force de frappe, elle essaye d'aller justement chercher cet argent pour aider les filles à pouvoir du moins avoir un petit supplément dans leur vie, parce que souvent, les joueuses sont obligées d'arrêter le rugby et le sport de haut niveau, parce que c'est trop prenant par rapport à une vie professionnelle qu'elles ont à côté. Il faut rappeler qu'une joueuse, elle travaille de 8h à 18h, et ensuite, elle est à la muscu, elle est à l'entraînement, aux réunions et tout ça. Plus le week-end, tout le temps sur les routes. Donc en fait, à un moment, il y a un choix qui est fait de dire « j'arrête le sport parce que ça prend trop de temps et je ne gagne pas assez ma vie ». On va aller faire un tour du côté de la voile et de la course au large avec vous, Alexia, tout là-bas sur votre droite. Dans votre sport, il y a un bon paradoxe sur la mixité et la parité. Racontez-nous. Oui, la voile, notamment la course au large, est réputée pour être un sport mixte comme l'équitation. Quand on regarde les chiffres, la réalité, c'est pas ça en fait, parce qu'on est 5% de femmes à haut niveau. Je vous rappelle quelques chiffres, il y a 60 marins qui ont terminé le Vendée Globe depuis 30 ans qu'il existe. Donc, il y a plus de gens qui sont allés dans l'espace. Et sur ces 60 personnes, il y a 6 femmes. Sur le dernier Vendée Globe, c'était fantastique. Nous étions 6 femmes sur 30 skippers au total. L'édition d'avant, il n'y en avait aucune. Donc, c'est vraiment entre ce qui est sur le papier et la réalité, un grand écart. Il y a plein de causes pour ça qu'on peut évoquer. On a les mêmes problématiques que dans le rugby. Aujourd'hui, moi, j'ai à cœur de faire bouger les lignes. Je crée un projet 100% féminin sur le trophée Jules Verne, donc le record autour du monde en multicoque. Ça fait 25 ans qu'il n'y a pas eu de femmes en multicoque. 25 ans, c'est juste dingo. Donc, on va partir en 2025, mais je vous raconterai au cours de cet échange les raisons pour lesquelles c'est important de se lancer des grands challenges pour faire bouger les choses. Vous allez nous dire quelles sont vos idées, vos solutions. On disait en début de table ronde que Paris 2024 allait viser la mixité. Vous, chez SNCF, Marc, vous n'avez pas attendu Paris 2024 pour viser la parité dans votre team d'athlètes, les athlètes de haut niveau qui sont cornaqués par SNCF. Comment ça se passe, la gestion de vos sportifs de haut niveau ? Comme vous l'avez dit, c'est un dispositif qui a 40 ans maintenant, où on a 35 athlètes en contrat d'insertion professionnelle, donc qui peuvent passer quelques années à plus de 10 ans dans ce dispositif. Et il y a quelques temps, quand on a regardé notre dispositif, en fait, on s'est dit, bon, ça fait 30 ans, 40 ans, et on a regardé la proportion de femmes. Et en fait, la proportion de femmes dans le dispositif était équivalente à celle de notre entreprise. C'est-à-dire qu'on était à 20-25% de femmes dans le dispositif. Et donc on s'est dit non, un tel dispositif, Pascal le disait tout à l'heure, il doit incarner des valeurs, il doit incarner l'inclusion, il doit porter nos politiques. Et donc on a décidé, avec le temps, parce que ça ne se fait pas avec une baguette magique, on est dans des contrats d'insertion professionnelle, on s'engage vis-à-vis des athlètes dans leur vie professionnelle, dans leur vie sportive, de faire de ce dispositif une vitrine de ce qu'on souhaite
que soit la SNCF dans quelques années et ne pas se satisfaire de ce 20-25% qui correspond à ce qu'on peut avoir dans l'entreprise. Et aujourd'hui, là, en 3-4 ans, on est déjà arrivé à 35% de femmes dans le dispositif. Et on va encore progresser sur les prochaines années. Alors, on n'a pas attendu 2024, mais 2024, c'est clair qu'on en profite. Avec l'Agence nationale du sport, c'est un accélérateur quand même. Accélérateur quand même avec l'Agence nationale du sport. Alors, vous voulez atteindre la parité. Est-ce que ça veut dire que dans votre team, quand un garçon va quitter la team parce qu'il arrêtera sa carrière de sportif de haut niveau, est-ce que ça veut dire qu'il va être obligatoirement remplacé par une femme? Non, c'est pas notre propos. En fait, pas de discrimination positive, c'est ça, hein? Je rentrerai même pas dans le sujet de la discrimination. En fait, on recrute par rapport à des compétences. Le dispositif, il est quand même assez contraignant parce qu'on recrute en phase avec les métiers dont on a besoin. Il faut que ça colle aussi au projet sportif et au projet professionnel, au cursus de la personne qu'on recrute. Et donc, tous ces éléments font que, avec l'Agence nationale du sport, on regarde les candidatures, on émet un souhait d'avoir beaucoup plus de candidatures féminines. Donc, je dirais que c'est tout le système qui se met un peu en mouvement. Et cas concret, on ne peut pas recruter de sportifs de haut niveau, qu'ils soient hommes ou femmes, sur les métiers de la conduite. Pour la bonne et simple raison que les métiers de la conduite, il y a une période de formation qui est très longue, qui est incompatible avec la pratique du sport ou l'entraînement. Et donc, du coup, en fonction de toutes ces contraintes, on a du turnover dans notre dispositif. Cette année, de mémoire, c'est 3 à 4 personnes qui sont sorties. Et donc, on recrute, et on a recruté 3 femmes et un homme sur des disciplines aussi variées que la boxe, que le judo, que la natation. Donc c'est plus par rapport aux opportunités en s'appuyant aussi sur tout un système. Mais ce n'est pas de la discrimination quelle qu'elle soit. Donc la performance de l'athlète et puis son projet professionnel, on tient compte de tout ça. Comment est envisagée la reconversion au sein de SNCF? Et vos athlètes, ils restent dans l'entreprise. On était à 80% de sportifs de haut niveau qui restaient au sein de l'entreprise. Qui font des reconversions au sein de l'entreprise et qui arrivent à s'épanouir à la fois sur leur vie sportive et leur vie professionnelle et poursuivre ensuite la vie professionnelle au sein de notre belle entreprise. Dans le cadre de contrats d'insertion professionnelle, les CIP à ne pas confondre avec les contrats d'image. Juste un mot là-dessus sur les deux définitions, CIP versus contrat d'image. Je dirais le contrat d'insertion professionnelle. Ce que vous avez dit là, oui. La personne a un temps de travail effectif dans l'entreprise. Ou le contrat d'image, on est plus sur une relation partenariale que d'entreprise à salarié. Cécile Hernandez à vos côtés, qui ne fête pas son anniversaire avec ses copains dans le sud de la France, mais qui est avec nous aujourd'hui à Paris. Merci une nouvelle fois de nous avoir rejoints. Vous bénéficiez, vous également, d'un contrat d'insertion professionnelle au sein de CGI. Racontez-nous comment ça se passe en tant qu'athlète de haut niveau. Alors merci pour la petite pensée pour mon anniversaire. Ils vont chanter bon anniversaire à la fin, ils ne l'ont pas dit encore. Mais... Non, je suis ravie d'être là, vraiment. Donc moi, je suis athlète en CIP au sein du groupe CGI, qui est partenaire de l'événement. Athlète CIP, c'est-à-dire que je peux poursuivre ma carrière professionnelle et sportive et avoir une sérénité financière, parce que ce dispositif, on l'a dit, il y a beaucoup, tu as parlé, Lénaïque, du problème financier que rencontrent certaines femmes, beaucoup de femmes en tout cas dans le monde sportif. Il y a des athlètes qui en arrivent à faire des crédits pour financer leur saison sportive, ça c'est malheureux. Alors des hommes et encore plus des femmes. Donc moi j'ai cette chance d'être en CIP dans le groupe CGI, où voilà, je suis entre le snowboard et je suis aussi en équipe de France de surf, donc je suis entre le snowboard et le surf. Et puis, vous l'avez dit, je travaille à la communication, on a créé une team d'athlètes où on va être sur du contrat d'image, où on est une team d'athlètes de 10 athlètes. Et on est très fiers de dire, on est totalement paritaire. La team athlète CGI est totalement paritaire. 5 hommes, 5 femmes.
C'est une team, donc on l'a dit, je suis une personne handicapée parce que j'ai une sclérose en plaques depuis 20 ans. Donc c'est une team 100% handi aussi. Et on a 5 athlètes hommes, 5 athlètes femmes qui représentent aussi, qui sont à l'image de ce que veut être la société CGI, mais ce que veut être la société au quotidien, une image sociétale, c'est-à-dire de rencontrer des gens qui ont du handicap moteur, du handicap sensoriel, du handicap visible, du handicap invisible, du handicap acquis, du handicap de naissance. Donc pour le coup, on a essayé, on y a travaillé, on a mis énormément d'efforts, énormément de temps, mais on a voulu être paritaire. On a voulu être aussi à l'image de ce qu'est une société avec des personnes handicapées, avec un handicap visible, avec du handicap invisible, parce qu'il ne faut pas oublier que le handicap invisible, c'est 80% de handicap en France. Et moi, c'est aujourd'hui dans le sport, on me dit « Ah bon, tu es handicapé ?» Parfois, je peux être aussi discriminée par rapport à mon handicap, par rapport au fait que j'ai un corps entier, et pourtant, mon handicap n'est à aucun moment compensé. Vous parliez de cette... Merci. Alors, effectivement, vous portez un comment dit-on, un badge. Un badge. Est-ce que nos amis de la régie peuvent zoomer avec les caméras automatiques sur le revers de la veste? Et puis, si tel n'était pas le cas, je crois que vous avez apporté oui. Voilà, la version géante sous forme de t-shirt. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, quand vous êtes, il y a Émilie qui va vous, Émilie, tu peux m'aider, vous aider à déployer ce t-shirt. De séquence télé-shopping. Voilà, un peu de visuel sur notre plateau, et puis les caméras sont là, on va zoomer ici. Alors, voilà. En fait, ce t-shirt, t'inquiète. Ouais, c'était bien. Ce pictogramme, il est paritaire, parce que quand on le voit, il est mi-homme, mi-femme, parce que la plupart des pictogrammes sont masculins. Vous observerez les pictogrammes, je vois tout le monde qui acquiesce, mais vous allez regarder les pictogrammes de signalisation routière. On voit, c'est le papa avec son attaché-caisse qui amène son enfant à l'école parce que maman, elle est restée à la maison. Donc, le papa qui va faire du vélo avec les enfants. Je ne suis pas féministe du tout. C'est un vrai combat. J'entends, mais oui, mais c'est vrai, vous regarderez tous les panneaux de signalisation pour sortir au cas où il y a un incendie, c'est un homme. Donc, mesdames, on reste là, on brûle, et tous les hommes, vous courez, vous sortez. Donc, en soi, voilà, j'ai voulu faire ça parce que du fait que mon handicap ne se voit pas, que le handicap invisible, il est majoritaire, je me suis dit, comment symboliser ce handicap quand on a un corps entier? Donc là, effectivement, le corps, il est entier, la tête, il n'est pas amputé par des oreilles manquantes, la poitrine. Mais par contre, quand on a un handicap invisible, comment montrer l'invisible? Comment montrer ce qui ne se voit pas? Parce que dans la tête des gens, si ça ne se voit pas, ça n'existe pas. Donc du coup, ce picto, après de nombreuses insultes que j'ai pu recevoir quand je me suis garée sur des places handi, on m'a dit « mais t'es pas handicapée, t'as un corps entier, être blonde, c'est pas handicapé ». Donc du coup, c'était ça. Je me suis fait maintes fois insulter. Et suite aussi à un entretien que j'ai pu avoir dans les médias où on m'a dit, voilà, on sait que tu as passé pas mal de temps en fauteuil roulant. Est-ce que tu n'accepterais pas de te remettre en fauteuil roulant parce que le fauteuil roulant, à la télé, ça passe mieux? Ouais, non. Donc du coup, ça se siffle effectivement, cette remarque. Ouais. Non, mais oui. Ouais. Mais bon, du coup, j'ai eu l'idée de faire ça. J'ai maintenant une vraie envie de faire évoluer ce pictogramme du fauteuil roulant, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la société civile, dans la société professionnelle. En tout cas, voilà, donc c'est pour ça que je me fais forte. Merci de ton aide, de soutenir aussi cette initiative. On verra. En tout cas, j'étais la semaine dernière en rendez-vous dans des instances politiques. J'ai vraiment envie, parce que c'est stigmatisant, c'est discriminant. On parlait tout à l'heure de discrimination. Mais en tout cas, c'est discriminant. Et j'ai vécu un gros obstacle pour aller aux Jeux, pour aller gagner cette médaille d'or, parce qu'on m'a reproché que mon corps était entier, donc que je n'étais pas une vraie personne handicapée. Donc du coup, voilà, donc c'est tout ça. C'est pour ça que quand j'ai lancé un appel, j'étais en équipe de France Douane, donc j'étais dans ce ministère jusqu'au 30 juin de l'année dernière. J'ai perdu mon contrat. Parce que j'étais une femme vieillissante dans le monde du sport aussi. Et du coup, CGI m'a accueillie au sein de ses équipes. Et quand j'ai porté ce projet, j'ai dit, voilà, j'ai vraiment envie qu'on accompagne une équipe de jeunes, d'athlètes prometteurs, confirmés, médaillables, non médaillables, mais en tout cas des athlètes. Et on va les aider à aller vers Paris 2024. Mais par contre, il faudra que la team elle soit 100% handi. Ce n'est pas du tout une discrimination positive. Et il faut qu'elle soit paritaire. Et le projet, il a été accueilli les bras ouverts. Donc, je suis très, très fière de tout ça. Vous pouvez être fière. Merci, Émilie. Alors, pour bien comprendre, vous avez dit que vous n'étiez pas féministe. Et c'est un peu comme Marc, votre team est 50%
paritaire homme-femme, mais pour faire les choix des athlètes, c'est la performance avant tout. Et pour vous, le sport, c'est la méritocratie, hein, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, comme je viens de le dire, on va accompagner des athlètes qui seront peut-être pas médaillés parce que, ok, c'est Paris 2024, c'est génial, ça se passe en France, mais il faut penser aussi à la santé mentale de certains athlètes qui vont pas forcément réussir à Paris 2024. Et il y a Los Angeles 2028 derrière. Donc, en tout cas, oui, on n'a pas choisi des athlètes pour se dire on va faire une team 100% paritaire, 5 hommes, 5 femmes. On les a choisis parce qu'ils méritent d'être là. Parce qu'on a, selon les valeurs du groupe, selon les valeurs qui animent cette team, ils correspondaient à ça. On ne les a pas choisis, comme vous le disiez tout à l'heure, on ne les a pas choisis parce qu'il fallait les choisir, parce qu'il fallait absolument être juste. Non, aujourd'hui, ils méritent d'être là, on les accompagne et on est surtout très fiers d'eux. Le genre est un critère parmi beaucoup d'autres, est-ce qu'on peut dire ça? Le genre aujourd'hui, oui. c'est un peu vu. Ouais, ça en devient presque grossier de parler de genre. Ok, donc j'arrête, j'enlève la question. Pardon. On va ouvrir d'autres débats, mais ok. Non, on ne va pas ouvrir le débat, mais en tout cas, c'est la personnalité de l'athlète, c'est la performance, c'est la compétence, c'est aussi l'audace et c'est comment on veut les accompagner parce qu'on croit en eux. C'est ça, c'est ce qu'ils ont su nous montrer, nous démontrer. Et vraiment, nous, quand on les rencontre, on est amoureux de cette team d'athlètes, vraiment. On est encore une petite vingtaine de minutes ensemble, mesdames et messieurs. On pourra prendre peut-être, ce n'est pas forcément prévu dans les conducteurs officiels, mais 1, 2 ou 3 questions. Alors n'hésitez pas à préparer vos questions. Je me ferai un plaisir de passer parmi vous pour vous tendre le micro. La parité, c'est également dans les médias que ça se passe ou que ça ne se passe pas. Rebonjour Laurence Péco-Rivolier, donc de l'ARCOM, hein, rappelons-le. Vous avez 3 chiffres. Allez, prenons 3 chiffres à nous donner sur la présence du sport féminin sur les antennes, à la fois côté athlète et côté journaliste sur les plateaux. Alors oui, absolument, les chiffres, ça peut être fastidieux, mais c'est un sacré révélateur. Donc, on passe notre temps à faire des études pour essayer de voir un peu comment ça bouge dans les médias, question diversité en général et parité en particulier. Et chaque année, notamment, on a les femmes dans les médias. On progresse beaucoup. D'ailleurs, ceux qui ont assisté à la table ronde précédente ont entendu toutes les initiatives prises par les médias pour faire avancer. Et là-dessus, effectivement, les chiffres le montrent, mais on a un problème sur le sport. Et ça, c'est clair. Et on a beaucoup de mal à bouger là-dessus. Donc, je vais vous les donner, les 3 chiffres. Le premier chiffre, c'est dans les médias, la place des expertes dans les émissions. Alors là, on a monté dans tous les domaines, on est à 41% de femmes expertes dans les médias, sauf en sport. En sport, on est à 21%, donc vous voyez le décrochage. Deuxième chiffre, une fois qu'on a dit quelle était la présence des expertes, il faut aussi aller regarder leur temps de parole. Alors ça, c'est un peu plus compliqué à analyser. On a des outils algorithmiques qui nous y aident. Et là, deuxième décrochage, on a 21% d'expertes femmes pour parler de sport, mais quand on regarde leur temps de parole, on tombe à, tenez-vous bien, 11%. Et puis un troisième chiffre, et celui-là n'est pas le meilleur, on regarde le taux de retransmission d'événements sportifs dans les médias. Alors, pour ce qui concerne les retransmissions d'événements masculins, on est à 74%. Retransmission d'événements mixtes, les JO ou autres, on est à 21%, ce qui nous laisse, pour les événements purement féminins sportifs, 5%. Les chiffres sont parlants. C'est d'études de 2022. Et vous avez un scoop? Alors, un scoop énorme, c'est qu'on continue nos études. C'est effectivement ça, c'est des études 2022. On vient de sortir d'ailleurs ce matin une étude sur l'audience du sport Coupe du Monde masculine qui est assez intéressante. Je vous renvoie sur le site de l'ARCOM. Et là, dans 15 jours, on va se dédier à l'audience du sport féminin. Tout ça parce que quand on dialogue avec les médias, ce qu'on nous répond, c'est oui, on voudrait bien retransmettre plus de sport féminin, mais encore faut-il qu'il y ait l'audience parce qu'il faut bien aussi qu'il y ait des spectateurs pour regarder ce sport féminin. Eh bien, dans cette étude, nous allons montrer que c'est possible qu'il y ait du féminin et de l'audience.
du féminin et de l'audience dans le sport à la télévision et sur les radios. Deuxième tour de piste. Alors après ces constats et vos expériences diverses et variées, que reste-t-il à faire? Quel est le chemin à parcourir pour favoriser la parité? Sur quoi doit-on encore travailler? Alexia, par exemple, vous avez 3 idées en tête. Hein, vous l'aviez pré-révélé tout à l'heure. Vous avez 3 idées précises en tête pour favoriser la parité. Oui, je pense qu'il y a 3 axes majeurs, en tout cas au vu de mon sport, la course large et la voile, que j'ai pu observer depuis plus d'une dizaine d'années que je pratique ce sport à haut niveau. Tout d'abord, les rôles modèles. On n'a pas suffisamment de rôles modèles. On en parlait tout à l'heure aussi dans le rugby. Mais moi, il m'a fallu faire 111 jours de mer, donc un Vendée Globe, un truc de dingue, pour avoir confiance et me dire que je pouvais faire le record du trophée Jules Verne. Sur ce record, je vous rappelle qu'il n'y a pas eu de femme, aucune femme n'a terminé le record autour du monde. Donc s'il y a eu 60 marins qui ont terminé le Vendée Globe, il y a encore moins de marins qui ont terminé le trophée Jules Verne. Et parmi ces 40 marins qui l'ont terminé, 0 femme. Donc c'est très dur de se projeter dans des grands projets quand il n'y a pas aucune représentation féminine. Donc il faut rêver et ensuite il faut oser. Et pour oser, on a besoin de passer par ces représentations. Et avec mon équipage de 10 femmes, on part en 2025 autour de la planète. Un équipage international est encore plus fort que le record pour nous. L'enjeu, c'est de créer un sillage et d'embarquer avec nous des jeunes femmes, des petites filles, à faire de la voile, ok, mais pas seulement ça, à réaliser des grands projets et à se dire que rien n'est impossible. Et ça peut être de belles paroles comme ça, mais concrètement, on va aussi dans les écoles, on va voir les jeunes filles, on en parle les yeux dans les yeux, on évoque les questions, les problématiques, et les jeunes garçons aussi, parce qu'on veut inspirer les jeunes générations. Deuxième point important, on est précaire dans notre sport quand on est une femme, on gagne 1/3 du salaire des hommes quand ça se passe bien, et ça, il faut aussi le changer. Donc, par exemple, dans The Famous Project, on a décidé de payer les femmes comme les garçons. Et comme on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas assez de budget, c'est moi le chef, le capitaine et entrepreneur pour ce projet d'envergure, on a décidé de baisser le salaire des garçons. Et ils ont dit, bah ok. En fait, ils peuvent pas. Les hommes sont ravis de faire progresser toutes ces problématiques. C'est travailler ensemble. C'est la coopération, la collaboration qui est très importante pour faire progresser toutes ces questions sur le sport féminin notamment. Troisième et dernier point, eh bien, ça y est, je l'ai perdu. Ce qui est... faciliter les emplois du temps en cas de maternité notamment. Oui, pardon. Alors vous avez tous entendu parler de Clarisse Kremer, de ce qui s'est passé. Ça a fait beaucoup de bruit. C'était il y a 6 mois. Et en fait, en rentrant du Vendée Globe avec Clarisse, donc en 2021, on leur dit attention. Il y a des femmes sportives, athlètes de haut niveau, qui vont vouloir être maman. Et nous, c'est un process de 4 ans de qualification pour pouvoir faire le Vendée Globe. Donc, essayez d'imaginer une réglementation qui soit adaptée à notre pratique, au fait d'être une femme, d'être maman, athlète de haut niveau. Bam, il n'y a pas eu de réaction. Donc, il y a eu le cas Kremer. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'a toujours pas eu, finalement, une évolution des réglementations ou des solutions trouvées. Très peu de discussions, finalement. Alors, ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'on arrête un peu le blabla, mais qu'il y ait plus d'action pour faire évoluer les problématiques sur le sport, et notamment la place des femmes dans le sport. Pascal Gentil a un peu de temps masculin à rattraper, un temps de parole masculin. Oui, on parle de blabla. C'est vrai que beaucoup de choses ont été dites. Moi, aujourd'hui, je travaille pour le groupe ADP, où je suis chargé de mission pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et également, on a une team athlète, comme la SNCF, qui est constituée de 5 athlètes, donc 3 femmes et 2 hommes, 3 paralympiques et 2 athlètes valides. Et ce qui est important, on parle de blabla. Je crois que j'ai été touché par tous ces discours, toutes ces femmes qui se battent. Mais vous n'êtes pas seules, mesdames. Il y a des hommes autour de vous. Je fais partie d'une association qui s'appelle E4She, où des grands patrons se mobilisent pour la cause des femmes. Et je pense que c'est ensemble qu'on doit travailler pour réussir à faire changer ces mentalités.
Voilà ce que je voulais rajouter. Voilà. C'est bien dit, Pascal Gentil. On va donner le micro à Lénaïque. Ça se passe sur le terrain. Ça se passe sur le terrain, selon vous, le travail qu'il y a à faire. Et puis on enchaînera sur Cécile ensuite. Hein. Vous avez des idées similaires. Il faut aller sur le terrain. Racontez-nous ce que vous mettez en sur place. Le terrain et notamment auprès des jeunes. Parce que y a beaucoup de femmes aujourd'hui dans la salle. Combien d'entre vous ont été traumatisées peut-être par le sport quand elles étaient plus jeunes? Et qui fait qu'aujourd'hui... Il y a des mains qui se lèvent déjà. Mais sincèrement, je me suis vraiment interrogée sur cette période justement du collège, où moi je faisais de l'athlétisme. J'ai commencé par l'athlétisme, j'en ai fait pendant 14 ans. Et en fait, au fur et à mesure des années, je voyais les filles quitter le club. Et je me suis dit, mais pourquoi? Et pourquoi elles arrêtent? Parce que pour moi, ça a été un fabuleux tremplin dans ma vie et dans ma construction de femme. Parce que le sport était un moyen pour moi de réussite, quand à l'école ça n'allait pas du tout et que j'étais souvent pris pour cible dans la cour de l'école. Et justement, le sport m'a aidé justement à grandir. Et pour moi, il a été magique, ça a été une chance inouïe de faire du sport. Alors quand j'apprends dans les études qui sortent qu'une fille sur 2 quitte le sport, arrête le sport à 13 ans, je me dis, mais elle se prive d'un super outil qui va leur aider plus tard dans leur construction professionnelle, dans leur ambition professionnelle et dans le monde de l'entreprise. Et même dans leur bien-être personnel, moins de stress quand tu fais du sport. On est mieux dans sa peau parce qu'on apprend aussi à bien manger via le sport. On gère son stress parce qu'on libère les toxines et son énergie pour se défouler dans le sport. Et quand, justement, une fille sur 2 arrête le sport à l'âge de 13 ans, on se prive de tout ça. Donc, je suis partie de ce constat. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Là, ma carrière est arrêtée depuis 15 jours. Je me dis, comment je peux redonner à mon sport sans me dire, je vais finir dans un staff sportif? Parce que la majorité des gens me disent, ah, tu vas te reconvertir dans l'entraînement? Non, ce n'est pas mon ambition. Je pense que je peux faire autre chose. Et l'idée, c'est de lancer les premiers stages de rugby féminin lancés par l'International en France. Et ça n'existe pas. C'est le premier. Il n'y a pas de stage de rugby féminin lancé par une internationale. Les stages existent. Il y a des multitudes de stages qui existent, évidemment au masculin, lancés par des anciens joueurs et des joueurs actuels. Il y en a énormément. Et pour les filles, il n'y en a pas. Donc, je veux faire de ce temps, justement, un moment privilégié entre filles. Comprendre aussi... leur faire comprendre et les inspirer, ça a été dit, justement, parce que l'histoire et notre parcours de rôle modèle va justement aider la jeune génération à se dire moi aussi j'ai envie d'être joueuse de rugby. Et c'est vrai qu'on nous a vus à la télé et quand on reçoit des messages de jeunes garçons, de jeunes filles qui nous disent j'ai envie d'être comme toi, j'ai envie de croire en mes rêves, j'ai envie de vivre, jouer en équipe de France, on se dit qu'on laisse quelque chose qui est formidable à la prochaine génération. Et justement, de lancer ces premiers stages, c'est l'occasion de réunir ces jeunes filles, de leur montrer justement qu'elles peuvent faire un sport dit masculin, qu'elles peuvent être ce qu'elles ont envie d'être, que justement le problème des règles, parce que c'est un problème aujourd'hui, il est tabou et beaucoup d'hommes ne sont pas au courant justement de ça, parce que les jeunes filles arrêtent aussi parce que le corps change, mais aussi parce que les règles arrivent, que c'est un thème qui est très peu abordé, qu'on a toujours peur de la petite trace qui va sortir le short et du coup d'avoir un traumatisme derrière qui va être pour la vie, de ne plus vouloir faire du sport pour ces raisons. Et voilà, ce stage va être justement l'occasion de réunir 20 filles de 11 à 15 ans. Pendant la Coupe du Monde, justement, c'est un événement qui est planétaire, qui va être en France, la Coupe du Monde de rugby de septembre à octobre, qui va être 100% masculin. Et justement, j'ai envie d'être une joueuse de rugby qui justement se bouge aussi pour toutes les petites filles qui vont aussi regarder les garçons à la télé et qui vont vouloir tenter l'aventure du rugby. Voilà, On fait bouger les lignes sur un plateau comme celui-ci aujourd'hui, également sur le terrain, on l'a bien compris. Ça se passe sur le terrain en 30 secondes, Cécile. En 30 secondes. Oui, alors je rebondis sur ce qu'a dit Alexia, sur ce que les filles ont dit, les garçons ont dit. C'est le terrain, c'est l'audace, c'est oser. Alors, je rebondirai juste sur ce que tu as dit, Lénaïque, c'est-à-dire que c'est pas
pour moi, selon moi, hein, c'est pas qu'un public de jeunes, c'est aussi, moi j'ai créé une association qui va aussi faire du sport aux mamans, parce qu'en fait les mamans, elles inculquent cette valeur du changement. Moi, pour la petite anecdote, je suis maman, ma fille elle a voulu faire du foot, je l'amène dans un club de foot, et d'un seul coup je la vois changer de groupe, aller avec des tout petits, et je lui dis mais qu'est-ce que tu fais? Et elle me dit le coach il m'a dit que comme j'étais une fille, je devais être sous-classée, je devais aller jouer avec des enfants, des garçons de moins de 2 ans de moins. Je lui dis comment ça? Je suis autant dire que je suis arrivée voir le monsieur. Il a eu les oreilles qui ont sifflé. Mais si j'avais pas eu, en fait, un peu cette culture et ce côté, non, c'est pas parce que tu es une fille que tu dois aller là-bas. Et peut-être que j'aurais laissé un peu plus passer la situation. Donc il faut aussi agir autour de l'imaginaire commun. C'est un vrai sujet et un enjeu de société. Et ce sera le mot de la fin. Oh. Le temps file, mesdames, messieurs, et mieux que, je ne vais pas tenir ma promesse, mieux que lever la main, nos invités restent quelques instants avec nous ici dans le SAS, donc n'hésitez pas à les approcher. Oui. Alors attendez, on vous approche un micro. Allez-y, je vous donne le micro. Rapidement, s'il vous plaît. Moi, j'aimerais quand même dire que même si le sujet est affreux, il faut quand même aborder la question des violences sexuelles. Parce qu'en fait, dans l'ère MeToo, en ce moment, quand on est une jeune fille, quand on est parent, notamment mère et même père, on n'arrête pas d'entendre tous les récits juste horribles de jeunes femmes en fait, qui aimaient le sport, qui ont été violentées sexuellement par leur coach, par des gens qui avaient la confiance des parents. Voilà. Et moi, je vous le dis, j'ai fait de l'athlétisme et de la gymnastique. Moi, j'ai pas eu ça, mais ça existait. Et voilà. Et sauf qu'à mon époque, nous, on n'avait pas peur de ça parce que ça ne sortait pas. Merci. C'était bien de vous exprimer. Merci beaucoup. Le temps presse, mesdames et messieurs. Vous avez possibilité, encore une fois, de rejoindre nos athlètes qu'on va applaudir à nouveau pour poser vos questions en one-to-one. Alexia Barrier, Marc Bourguin, Lénaïque Corson, Pascal Gentil, Émilie Gomis, Cécile Hernandez, Laurence Péco-Rivolier, des experts et des athlètes olympiques et paralympiques. Merci d'être venus nous voir, mesdames et messieurs. Bonne journée. Merci beaucoup Yann, merci à tous pour vos interventions. Pour la suite du programme, nous parlions de carrière. Nous allons poursuivre le sujet, cette fois-ci en parlant de la question des ingénieurs et de la féminisation de ces métiers-là. Et pour prendre ce sujet, nous allons accueillir sur scène Lutèce Bilo et Ibtissam Amish de la junior entreprise de Centrale Supélec qui vont nous présenter l'étude qu'elles ont réalisée sur le sujet. Alors, je me présente, je m'appelle Lutèce Bilo et je vous présente Ibtissam Amish. Et nous sommes très heureuses de venir vous présenter notre étude sur l'orientation des femmes vers les carrières d'ingénieurs. C'est une étude qui est menée par la junior entreprise de Centrale Supélec, dont je fais partie, donc Junior Centrale Supélec. Alors, donc, tout d'abord, je vais mettre un peu de contexte à cette étude. Donc, comme vous le savez probablement, les femmes sont extrêmement minoritaires dans les domaines, dans les carrières d'ingénieurs. Elles ne représentent que 28% des ingénieurs. Et c'est une statistique qui malheureusement se retrouve dans les écoles d'ingénieurs aujourd'hui. Et donc malheureusement, il n'y a pas vraiment d'amélioration à envisager pour les années à venir. Ensuite, au sein des ingénieurs, on remarque également beaucoup de disparités d'orientation vers les différents secteurs. Les femmes semblent beaucoup plus attirées vers les secteurs de l'agroalimentaire, de la santé ou de la chimie, alors que dans les secteurs du digital ou du génie civil, par exemple, les hommes sont encore plus majoritaires. On a seulement 15% de femmes dans le numérique. Et donc, à travers cette étude, on a voulu s'intéresser aux différents mécanismes qui entraient en jeu au moment de l'orientation des femmes vers différentes carrières d'ingénieurs. Pour cela, nous avons employé la méthodologie suivante. Nous avons rédigé un questionnaire que nous avons envoyé à tous les étudiants de Centrale Supélec. Ce questionnaire a été répondu par 318 étudiants et étudiantes. Ensuite, nous avons réalisé 15 entretiens d'une longueur de 20 minutes avec des ingénieurs de différents secteurs, à différents stades de leur carrière, afin de confronter les ressentis que nous avions eus du questionnaire étudiant
à la réalité vécue par les étudiants, par les ingénieurs professionnels. Et enfin, nous avons analysé qualitativement et quantitativement les résultats de ces études afin de vous présenter, donc, afin d'obtenir les résultats que nous allons vous présenter maintenant. Ces résultats, nous les avons découpés en 3 parties. Tout d'abord, nous avons étudié la vision du métier d'ingénieur qu'avaient les étudiants et les étudiantes. Ensuite, nous avons voulu étudier leur choix d'orientation, leur chronologie et les drivers qui motivaient ces choix d'orientation. Et enfin, nous avons étudié les choix de carrière des étudiants et puis des ingénieurs que nous avons eus en entretien téléphonique. Donc, tout d'abord, nous allons parler de la vision. Sam. Merci. Donc oui, la première étape de notre réflexion a été de s'intéresser à la perception qu'avaient les étudiantes et étudiants du métier d'ingénieur pour pouvoir les mettre en relief également avec le récit des femmes qui étaient déjà en poste, donc déjà ingénieurs, avec lesquelles nous avons eu l'occasion d'échanger. Cette réflexion avait pour objectif de voir si déjà, dès la perception, il pouvait y avoir des différences ou, à minima, établir une base commune de quelle est la perception qu'ont les étudiants, sans distinction de genre, du métier. Alors, la première question qu'on a posée aux étudiants et étudiantes, c'est quels sont les aspects qui vous attirent le plus, ou s'il y en a, est-ce qu'il y a des aspects qui vous repoussent? Après quelques analyses, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément de distinction de genre. Les femmes et les hommes ont mis en avant les mêmes éléments dans leurs réponses. Et c'est des aspects d'abord de l'ordre pratique. Il y a la question de la rémunération et de la sécurité de l'emploi, mais très rapidement viennent des aspects plus intrinsèques à la fonction et à la réalité du métier, tels que la stimulation, la rigueur, la logique, le problem solving. Et un des aspects qui a le plus attiré notre attention et qui semble intéresser de plus en plus d'étudiants, c'est le sens de leur métier. Qu'est-ce qu'ils apportent à la société? Est-ce qu'ils ont une vraie valeur ajoutée? Et à l'inverse, c'est un des aspects qui peut les dissuader du métier, les repousser de ce secteur, parce que certains étudiants ont fait état de certaines craintes, un certain décalage avec leurs propres valeurs, un objectif trop tourné vers le profit, alors qu'eux voudraient avoir un impact positif sur la société, notamment sur les enjeux sociaux et environnementaux avec la crise climatique que l'on connaît tous et toutes. C'est un aspect que les femmes ingénieures ont beaucoup souligné également. Et elles ont remarqué, et elles ont vraiment tenu à souligner que ces dernières années, elles avaient l'impression d'être dans une sphère où de plus en plus de personnes prenaient en compte ces problématiques et l'intégraient de plus en plus à la réalité du métier. Donc elles pensent que le métier d'ingénieur est une des voies pour répondre à l'urgence climatique et également responsable. Donc ensuite, on a demandé aux étudiants et étudiantes quelles sont les 3 qualités qui leur semblaient les plus primordiales pour être un ou une bonne ingénieure. Il y a 4 qualités qui se sont démarquées des autres, encore une fois sans distinction de genre. Donc d'abord l'esprit d'analyse, la rigueur, la capacité de travail en équipe et également l'organisation. Mais il y a également 2 qualités qui présentent une vision plus genrée. Les femmes qui ont répondu à notre enquête donnent beaucoup plus d'importance à la communication, alors que les hommes qui ont répondu, eux, ont été quasiment 2 fois plus nombreux à dire que l'ingéniosité faisait partie du top 3 des qualités les plus importantes. Et si on met de côté cette qualité d'ingéniosité, c'est des qualités qui ont été également citées par les ingénieurs avec lesquels nous avons eu l'occasion d'échanger. Elles ont souligné l'importance des soft skills et elles ont voulu préciser qu'en tant qu'étudiantes, elles n'avaient pas forcément conscience de leur importance, mais qu'une fois en poste, elles se rendaient compte au fur et à mesure de leur importance et de leur pertinence. Elles ont voulu également mentionner et raconter des petites anecdotes où la communication avait été la clé pour solutionner des problèmes plus complexes, où la solution n'était pas que technique, mais également du côté des soft skills. Après avoir donc étudié la perception du métier d'ingénieur des étudiants et des étudiantes, nous sommes intéressés à leur choix d'orientation. Tout d'abord, à la chronologie de cette orientation. Là, on a eu des motifs assez différents pour les hommes et pour les femmes, avec pour les hommes notamment une orientation beaucoup plus précoce, où plus de la moitié des étudiants interrogés ont répondu avoir déjà choisi leur orientation avant même l'entrée au lycée. Et 25% d'entre eux ont répondu, 25% ont répondu avoir choisi leur orientation vers les sciences et les technologies aussi loin depuis aussi loin qu'ils s'en souviennent.
C'est donc une orientation qui apparaît presque comme partie intégrante de l'identité de la personne qui répond, et presque comme un choix, un rêve d'enfant, une carrière décidée vraiment très tôt pendant l'enfance. Au contraire, les femmes semblent avoir une orientation bien plus tardive, avec notamment une période clé de la terminale, où 25% d'entre elles disent avoir décidé de leur orientation. Ensuite, nous nous sommes également intéressés aux influences des étudiantes au moment de leur orientation académique, en leur demandant de noter de aucune importance à très grande importance différents groupes de personnes qui avaient pu les influencer pendant leur orientation vers les cursus d'ingénieurs. Ce qui apparaît tout de suite, c'est l'influence prédominante des parents, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Ils sont presque les 2/3 à avoir classé les parents comme grande influence, voire très grande influence sur leur orientation. On observe également une grande influence de la part des professeurs. Pour la moitié des répondants, ils ont été une grande influence ou une très grande influence pour leur orientation. Là où on a une différence entre les hommes et les femmes, c'est peut-être pour les rencontres professionnelles, qui semblent être d'une plus grande importance pour les femmes que pour les hommes. 29% des femmes le classent comme grande influence ou très grande influence, et seulement 21% des hommes. C'est peut-être à mettre en lien avec la slide précédente qui parlait de la chronologie de l'orientation, étant donné que ces rencontres professionnelles ont lieu assez tardivement, surtout au moment du lycée. On a vu que les femmes étaient plus indécises encore plus en questionnement sur leur orientation. C'est donc des rencontres qui doivent les influencer sûrement plus que les hommes à ce moment-là. Et enfin, la troisième et dernière partie de notre enquête visait à identifier les choix de carrière qu'envisagent de faire les étudiantes et étudiants qu'on a interrogés. Donc, pour rappel, c'est des étudiants et étudiantes de Centrale Supélec, donc d'un niveau Bac+3 à Bac+5. Donc, on imagine facilement qu'ils feront encore beaucoup de changements de choix de carrière, mais en tout cas, l'ambition de notre enquête a été de faire une photographie à l'instant T dans une école d'ingénieurs généralistes qui permet d'ouvrir les portes à énormément de secteurs d'activité. Et justement, pour connaître quels sont les secteurs d'activité qui intéressent le plus les étudiantes et étudiants, on leur a demandé d'en donner un ou deux qui leur paraissaient les plus intéressants et qui privilégieraient pour la suite. Donc là, on peut constater qu'il y a deux secteurs qui semblent intéresser beaucoup plus d'étudiants et étudiantes, indépendamment du genre. Il s'agit du domaine de l'énergie, de l'environnement et du développement durable. Une fois encore, ça fait écho aux préoccupations actuelles des jeunes. Mais l'aspect sur lequel on veut se concentrer, c'est de voir également que certains domaines sont toujours très genrés. Les femmes sont plus nombreuses à avoir dit être intéressées par le domaine de la distribution, la santé, le social ou encore l'art et la culture, tandis que les hommes, dans notre enquête, ont été quasiment 2 fois plus nombreux à avoir montré un intérêt pour le domaine de la banque, finance et assurance. Enfin, nous avons demandé aux étudiants quels étaient leurs critères pour choisir un métier, parce qu'on connaît les secteurs qui les intéressent le plus, mais au sein d'un secteur donné, quels sont les critères qui vont faire qu'ils ou elles vont choisir un métier plutôt qu'un autre. Et là, il y a quelques critères qui se démarquent des autres. Il y a l'équilibre entre la vie perso et professionnelle, la localisation, le salaire et la stimulation, mais également l'impact sur la société, comme on l'a déjà évoqué plusieurs fois. Mais les femmes ont également montré plus d'importance pour 2 critères. Donc les critères étant l'ambiance au travail et la politique RSE de l'entreprise. Et lorsque l'on pose la même question aux femmes ingénieures, elles font état d'à peu près les mêmes critères, mais elles se rendent compte que certains critères ont pris de plus en plus d'importance au fur et à mesure de leur carrière. Au début, elles étaient peut-être plus intéressées par leur perspective d'évolution, mais elles se sont rendues compte qu'au fur et à mesure que ce qui était vraiment important pour elles, c'était leur équilibre vie perso et pro et l'ambiance au travail, tout comme les étudiantes. Donc on pourrait regretter malheureusement que ces inégalités ne feront que s'accroître au fur et à mesure des années dans le monde de l'entreprise. Enfin, la dernière question posée aux étudiantes et étudiants concernait leur appréhension pour le monde du travail. On leur a demandé à des étudiantes et étudiants est-ce qu'ils et elles étaient confiantes pour leur début de carrière, et malheureusement les femmes sont beaucoup plus nombreuses à faire état d'appréhension, d'angoisse concernant le monde du travail.
Quand on demande de préciser quelles sont leurs craintes, c'est les mêmes aspects qui reviennent et pour les hommes et pour les femmes, en l'occurrence le manque de compétences, le manque d'intérêt pour le métier et également des appréhensions sur le monde du travail. Mais il faut tout de même souligner qu'en proportion, les femmes sont beaucoup plus nombreuses à être craintives pour ces aspects. Et un des aspects où l'inégalité se creuse encore plus, c'est sur la question de stabilité et ou mobilité. Les femmes sont 2 fois moins nombreuses à vouloir aller travailler à l'étranger. Elles sont aussi plus réticentes à l'idée de changer de pays ou de ville pour une fonction. Donc, c'est un aspect très important pour elles, qu'on a moins retrouvé chez les femmes ingénieurs avec qui nous avons pu discuter, mais car elles étaient peut-être déjà plus établies dans leur fonction, là où elles vivaient. Mais elles ont fait état de doutes continus durant leur carrière. Certaines nous ont dit que lorsqu'elles étaient étudiantes, elles ne se posaient pas beaucoup de questions sur leur début de carrière, elles ne se rendaient pas forcément compte de ce qui allait les attendre, elles ont fait des études d'ingénieur parce que c'est ce qui leur plaisait, mais elles ne se sont pas posé des questions sur leurs craintes, donc elles n'en avaient pas forcément. Mais elles se sont rendues compte, avec le temps, qu'elles ressentaient le besoin de faire davantage leurs preuves, notamment en cas de congé maternité ou à leur retour, elles ont eu l'impression d'avoir perdu soit des responsabilités ou en charge. Donc finalement, ça a construit chez elles un syndrome de l'imposteur qui est plus large, qui a dépassé leur congé maternité et qui s'est répercuté sur l'ensemble de leur carrière. Alors donc, en conclusion, que retenir de cette étude? Alors tout d'abord, par rapport à la vision du métier d'ingénieur, on retient vraiment l'intérêt des ingénieurs pour les métiers à impact, pour l'influence positive de l'entreprise sur la société. C'est vraiment des questions qui les touchent, femmes comme hommes, mais qui donc vraiment est prise en compte de plus en plus par les étudiants et qui vont vraiment décider de leur orientation vers une carrière ou vers une autre. Ensuite, pour les femmes, on a la prise en compte de l'importance des soft skills, donc plus pour les étudiantes que pour les étudiants. C'est vraiment quelque chose qu'elles ont bien intégré et qui est très valorisé en entreprise. On l'a entendu de la part d'ingénieurs que ça avait été la clé de différents problèmes et que peut-être ça avait été quelque chose qu'elles n'envisageaient, enfin que étant étudiants, elles n'intégraient pas vraiment et qui finalement, enfin, elles ont dû appréhender plus tard dans leur carrière. Nous, ça a été quelque chose qui a été vraiment relevé par les étudiants. Ensuite, au niveau des choix d'orientation, on retient vraiment la période de la terminale comme le moment clé de l'orientation des femmes. C'est quelque chose qui est sûrement aussi à mettre, le fait que les hommes s'orientent de façon beaucoup plus précoce et vraiment avant même leur entrée au collège ou au lycée. Ça s'explique sûrement aussi par le fait que dans l'imaginaire collectif, le métier d'ingénieur soit assez genré masculin et que donc au niveau des projections des parents et de l'identification des enfants à différents modèles, ce soit quelque chose qui ait tendance à pousser plus de garçons vers les métiers d'ingénieur que vers les filles. Et donc les femmes ont tendance à se questionner plus longtemps et même lorsqu'elles choisissent de devenir ingénieurs, elles le font plus tardivement. On retient également du coup l'importance de rencontres professionnelles. C'est une vraie opportunité pour les entreprises et pour les professionnels, le fait que les femmes soient en questionnement plus tardivement jusqu'à leur terminale. Donc vraiment, ces rencontres-là peuvent être très déterminantes pour les carrières des femmes. Et enfin, au niveau de leur choix de carrière, on retient donc beaucoup plus de crainte et d'appréhension pour les femmes que pour les hommes. Au niveau de leur premier emploi, au niveau de l'ambiance au travail, elles vont être sujettes à beaucoup plus d'anxiété par rapport au jugement de leurs collègues, de leurs supérieurs. Elles vont ressentir plus souvent le syndrome de l'imposteur. Et ça va se traduire aussi par un besoin de stabilité géographique notamment. On l'a vu, moitié moins de femmes deux fois plus de femmes se disaient réticentes à changer de pays ou changer de ville pour une opportunité professionnelle. Donc, maintenant qu'on a dressé le bilan de cette étude, comment conseiller les employeurs sur comment agir en tant qu'employeur pour accompagner les femmes vers les carrières d'ingénieurs, pour attirer les femmes vers son entreprise. Tout d'abord, on retient donc le moment clé de la terminale. Il y a une vraie opportunité pour les employeurs en intervenant lors de rencontres ou d'interventions au lycée pour engager les femmes dans ces carrières d'ingénieurs. Proposer des stages d'observation en seconde aussi, ça peut également leur permettre de mieux se projeter dans des carrières qu'elles n'envisageaient pas. Ensuite, au moment de rencontres d'étudiants, communiquer sur la mission et les valeurs de son entreprise, puisque c'est vraiment des critères qui sont très très pris en compte par les étudiants. Donc mettre en avant l'impact sociétal
de son entreprise. Enfin, par rapport à la question du doute et des appréhensions, favoriser la visibilité des femmes au sein de son entreprise, ça peut être vraiment important pour légitimer les femmes dans certains secteurs, surtout les secteurs où elles sont sous-représentées, leur faire comprendre qu'elles ont aussi leur place et qu'elles sont capables de mener toutes ces carrières autant que les hommes. Les programmes de mentorat ou de parrainage peuvent aussi débloquer les femmes dans leur appréhension de leur premier métier ou au moment de l'acquisition de nouvelles responsabilités, d'un changement de poste. Ça peut vraiment débloquer certaines craintes, désinhiber les femmes. Enfin, par rapport à la sensibilité au jugement et au syndrome de l'imposteur, travailler sur l'environnement de travail au sein d'une entreprise et par rapport à la mobilité internationale, accompagner les femmes lors de mobilité, peut-être créer des programmes de mobilité courte afin de démystifier ces gros changements que représente la mobilité internationale. Voilà. J'espère que cette étude vous aura intéressé. Merci. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Parce qu'il n'est jamais trop tôt pour lutter contre les inégalités. Parce que le monde change et que les femmes aussi en sont les architectes. Parce que nous avons besoin de modèles inspirants pour atteindre les objectifs de parité. Pour que ce sujet n'en soit plus jamais un. Pour réussir cette transformation, il nous faut de l'ambition. Sur tous les sujets qui comptent, c'est à nous d'agir. Ensemble, faisons bouger les lignes.